En une nuit, un flux commercial de 3,8 milliards de dollars s'est figé et les machines se sont tues. Mais au lieu d'un effondrement, une annonce a éclaté. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso suspendait toutes ses exportations de coton brut et lançait la construction de 4 raffineries nationales. Alors, que vaut vraiment ce pari où un pays du Sahel choisit de ne plus exporter la pauvreté en balles ? Et si derrière ce geste se jouait la première réécriture africaine d'une chaîne d'approvisionnement mondiale ? Ce qui semblait n'être qu'un décret économique est devenu un acte fondateur. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso promet non seulement de garder son coton, mais d'en faire le cœur d'une souveraineté industrielle inédite. L'enjeu est clair, transformer la fibre en richesse, la terre en emploi, la dignité en politique publique. Chaque fil tissé localement pourrait rendre à la nation ce qu'un siècle d'exportation bradée lui avait retiré. Mais un tel pari bouleverse les règles. Il expose un pays enclavé à la colère des marchés, aux représailles commerciales et à l'incertitude financière. Si le plan échoue, l'économie rurale vacillera. S'il réussit, il redéfinira la manière dont l'Afrique échange avec le monde. Et derrière ce choix, une question persiste. Jusqu'où une nation peut-elle risquer sa stabilité pour récupérer son récit ? Car ce n'est plus seulement une affaire de coton. C'est la première bataille du Sahel pour la valeur. La révélation est arrivée plus vite que prévu. Dans les semaines suivant l'annonce, 4 projets d'usines ont été dévoilés, chacun situé à une extrémité du pays. 3 chiffres ont suffi à mesurer l'ambition. 3,8 milliards de dollars d'investissement, 200 000 emplois prévus en 5 ans et une réduction espérée de la pauvreté rurale de 20%. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ces données n'étaient pas de simples promesses, elles devenaient la carte d'une nouvelle économie. Depuis des générations, les champs de coton burkinabé nourrissaient les filatures européennes. Aujourd'hui, ils devaient nourrir leurs propres usines. Les routes vers les ports furent suspendues, les contrats d'exportation gelés, les entrepôts transformés en ateliers, les camions qui partaient vers Abidjan se mirent à tourner vers Bobo Dioulasso. Partout, un mot circulait, souveraineté. Les médias occidentaux y voyaient une folie. Dans les marchés de Ouagadougou, on parlait de dignité. Une vieille couturière déclara « Nous avons toujours tissé pour les autres, maintenant nous tissons pour nous-mêmes ». Cette phrase, répétée à la radio, devint le refrain d'un mouvement collectif. Les coopératives féminines se formaient, les écoles techniques ouvraient des classes de filature et les murs des villes se couvraient de slogans « Notre tissu, notre avenir ». Mais la transformation portait un coup. Les commandes étrangères s'effondraient, les devises se raréfiaient et les partenaires financiers retenaient leur souffle. Pourtant, le pays avançait, lentement, dans une logique de reconstruction intérieure. La mini-révélation tenait en un contraste brutal. Plus l'économie se refermait, plus le sentiment national s'élargissait. Ce que Traoré appelait « l'indépendance tissée ici » devenait, jour après jour, une réalité mesurable. Dans le village de Kougou, un vieil homme nommé Buraima se tenait autrefois devant ses balles de coton empilées, attendant qu'un camion étranger les emporte. Aujourd'hui, il supervise une ligne de tissage au sein de la première raffinerie locale. Son histoire illustre le passage brutal d'un modèle d'exportation à une économie enracinée. Ils achetaient mon coton, maintenant ils achètent mon temps et mon savoir-faire, dit-il, les yeux fixés sur la chaîne qui tourne. Autour de lui, des dizaines de jeunes, formés à la hâte, apprennent à filer la fibre qu'ils cultivaient hier. Les salaires sont modestes, mais stables. Les villages proches connaissent leur première source de revenus réguliers depuis des décennies. Ce changement, encore fragile, a commencé à transformer le regard des communautés sur leur propre travail. À la radio, Ibrahim Traoré répète que chaque fil tissé localement est une victoire silencieuse. Et dans les rues, cette phrase devient un proverbe. Des coopératives féminines produisent les premiers uniformes scolaires. Les enfants peignent des fleurs de coton sur les murs de classe. Le gouvernement y voit le signe d'une renaissance sociale avant même le plein essor industriel. Mais les défis sont palpables. Coupure d'électricité, manque d'équipement, lenteur logistique. Malgré tout, la perception du pays commence à changer. Un fermier résume l'esprit ambiant. Nous ne sommes plus pauvres parce que nous produisons peu, mais parce que nous vendions trop vite. Et si cette lenteur nouvelle devenait la mesure même de la souveraineté retrouvée ? Tout a commencé par une interdiction.
En février, Ibrahim Traoré signa le décret suspendant l'exportation de coton brut. En 48 heures, les flux commerciaux s'arrêtèrent. 3,8 milliards de dollars gelés, des contrats rompus, des navires immobilisés. Les réactions furent immédiates. À Bruxelles, les analystes parlaient de sabotage. À Washington, de risque systémique. Pourtant, au Burkina Faso, les rues vibraient d'un mélange de crainte et de fierté. Des affiches proclamaient « Nous filons notre propre destin ». La première phase fut celle du choc. Les exportateurs perdaient leur marge, les devises s'évaporaient, les marchés hésitaient, le franc CFA se tendait. Mais le gouvernement ne céda pas. Sous la bannière du programme Coton Reinvest, il lança des incitations fiscales pour les producteurs locaux et des microcrédits pour les coopératives. Les ingénieurs de Bobo Dioulasso commencèrent à assembler les premières machines importées de Turquie. À Koudougou, des hangars furent convertis en ateliers. Dans chaque région, les préfets reçurent l'ordre de localiser la valeur. La deuxième phase fut celle du basculement. Les premiers ballots de fil tissés nationalement apparurent sur le marché de Ouagadougou. Les acheteurs hésitaient encore. La qualité était inégale, mais l'orgueil collectif prit le dessus. Les femmes des coopératives portaient leurs propres tissus aux cérémonies, revendiquant le motif burkinabé comme un emblème. Les stations FM diffusaient les discours de Traoré sur fond de tambour. Nous ne vendons plus notre travail, nous le tissons. Peu à peu, la rhétorique devint mouvement, le mouvement politique public. Les couturiers improvisaient des ateliers dans les écoles fermées et les jeunes diplômés se formaient en gestion textile. Puis vint la contre-attaque. Les sociétés européennes du secteur imposèrent des pénalités, suspendirent les contrats. Le FMI publia une note de préoccupation monétaire. Mais Traoré répondit par des chiffres, 6% d'emplois industriels en un trimestre, 18% d'importations textiles européennes. Pour lui, le choc n'était pas une crise, c'était la preuve d'un redressement. Dans les campagnes, l'effet fut immédiat. La demande locale absorba le coton excédentaire, stabilisant les prix. Les ouvriers redécouvraient la valeur du geste manuel. Un ancien exportateur résuma la métamorphose. Avant, nous vendions du silence. Maintenant, nous vendons du son. Ce son-là, celui des métiers à tisser qui tournent jour et nuit, devint la bande sonore d'une révolte tranquille. Et lorsque les lumières de la raffinerie s'allumèrent à Bobo Dioulasso, beaucoup y virent la naissance d'une nouvelle ère. L'instant où un pays enclavé choisit de transformer sa vulnérabilité en levier. La politique de substitution industrielle d'Ibrahim Traoré s'est vite traduite en chiffres. 3 indicateurs résument l'impact. L'emploi manufacturier, la dépendance aux importations et la balance commerciale. Premier chiffre. Au premier trimestre suivant l'interdiction, l'emploi intérieur a augmenté de 6%. Ce bond, concentré dans les zones rurales, traduisait le passage d'un travail saisonnier à une activité continue. Autrement dit, chaque atelier ouvert équivalait à un champ entier de pauvreté refermée. Les coopératives féminines, particulièrement dynamiques, représentaient déjà 40% des nouveaux postes. Deuxième chiffre. La dépendance du Burkina Faso au tissu européen a chuté de 18%, moins de cargaisons vers Marseille et Gênes, plus de production locale. La substitution fut lente, mais tangible. Chaque mètre de tissu fabriqué sur place signifiait une devise préservée. Et troisième chiffre, les exportations transformées, fils, tissus finis et vêtements, ont progressé de 22% vers les marchés régionaux de l'AES. Ce déplacement du flux commercial du nord vers l'intérieur du Sahel a redessiné la carte économique de la région. Les analystes de la Banque africaine de développement ont confirmé la tendance. Le taux de pauvreté dans les provinces du centre et de la boucle du Mouhoun a déjà reculé de 2 à 7 points. Un chiffre modeste en apparence, mais inédit pour un programme encore en gestation. Les recettes fiscales issues de l'industrie textile sont passées de 4,1% à 6,3% du PIB manufacturier en 6 mois. Ce glissement, plus que symbolique, illustre la conversion d'une matière première en capital productif. Cependant, les équilibres restent précaires. La facture énergétique a bondi de 12%, conséquence directe de la montée en puissance des raffineries. Les infrastructures électriques saturent et le gouvernement a dû négocier des raccordements accélérés avec le Niger et le Mali. Les économistes y voient un risque temporaire
mais nécessaire, celui d'une transition rapide d'une économie d'extraction à une économie de transformation. Dans les rues de Ouagadougou, ces pourcentages se traduisent en gestes simples. Des ouvriers quittent leurs champs pour pointer aux usines, des commerçants investissent dans la distribution locale et les jeunes redécouvrent le mot production. Pour la première fois depuis longtemps, les chiffres et les récits racontent la même chose. Un pays qui change de tempo. Et Traoré le répète, « Nous n'avons pas besoin d'être riches en chiffres si nous sommes riches en sens ». Les critiques de la stratégie d'Ibrahim Traoré n'ont pas tardé à se faire entendre. Le premier argument formulé par les économistes occidentaux affirme qu'un pays enclavé comme le Burkina Faso ne peut se couper de ses marchés historiques sans risquer l'asphyxie financière. Il pointe la montée des coûts d'énergie, la dépendance aux équipements importés et le risque d'inflation locale. Pour eux, la souveraineté industrielle serait une illusion coûteuse, une fierté qui s'achète au prix de la stabilité. Le second argument, porté par certains analystes africains, se veut plus prudent. Sans infrastructure régionale solide, le modèle burkinabé pourrait rester isolé, incapable de soutenir la concurrence asiatique. Selon eux, fabriquer localement n'a de sens que si les marchés voisins s'alignent et partagent les coûts logistiques. Une stratégie nationale, aussi noble soit-elle, ne peut survivre sans une architecture continentale cohérente. Face à ces réserves, le gouvernement répond par des faits. Les coûts de production ont certes augmenté de 7%, mais la valeur ajoutée locale a bondi de 24%. Les salaires versés dans les zones rurales génèrent un effet multiplicateur immédiat sur la consommation. De plus, la coalition AES, Mali, Niger et Guinée a déjà lancé ses propres études de faisabilité textile, ouvrant la voie à une interconnexion régionale. Le risque d'isolement devient paradoxalement un moteur d'intégration. Les partisans de Traoré avancent un autre argument. La dépendance était bien plus risquée que l'indépendance. Pendant des décennies, le pays échangeait sa matière première contre la promesse d'un revenu stable qui n'est jamais venu. Aujourd'hui, même la volatilité est nationale. Elle se décide à Ouagadougou, non à Paris. Et cette simple relocalisation du risque économique vaut déjà conquête politique. Tout a changé en une phrase de 8 mots. Si notre tissu est puni pour être africain. L'intervention d'Ibrahim Traoré, prononcée en direct à la télévision, marqua le point de bascule. Quelques heures plus tôt, l'Union européenne avait annoncé un tarif d'importation de 35% sur les produits textiles burkinabés, accusés d'être subventionnés par l'État. Washington suivit, invoquant la concurrence déloyale. Les usines tournèrent au ralenti, les investisseurs hésitèrent, mais dans les rues de Ouagadougou, les foules ne criaient pas vengeance. Elles chantaient, les bannières disaient « Nous filons notre destin ». Plutôt qu'une défaite, cette sanction devint symbole. La réaction du gouvernement fut mesurée, mais ferme. Suspension des licences d'importation pour plusieurs marques européennes et lancement du programme Coton pour le coton, politique de réciprocité tarifaire. Ce moment révéla la mutation profonde du mouvement. D'un projet économique, il devenait un manifeste moral. Le monde parlait de guerre commerciale. Le Burkina Faso, lui, parlait de justice. Les effets se sont propagés bien au-delà du Burkina Faso. Pour les agriculteurs, d'abord, les prix du coton ont chuté de 12% après les sanctions, mais les coopératives locales ont absorbé le surplus. Les champs ne vendaient plus aux ports, mais aux usines de la province. Les revenus se sont stabilisés et la dépendance aux courtiers étrangers a reculé. Burahima, l'ancien fermier devenu contremaître, affirmait qu'il gagnait moins en devises, mais plus en dignité. Son atelier à Bobo Dioulasso symbolisait cette transition, du coton exporté vers le coton incarné. Pour les entreprises locales, le choc fut rude, puis libérateur. Les fabricants durent adapter leurs machines, trouver des pièces régionales et investir dans la qualité. Mais l'effet domino fut rapide. Une nouvelle génération d'entrepreneurs apparut. Des marques locales comme Leia du Faso ou Tis Africa émergèrent, portées par une clientèle fière de consommer national. En moins d'un an, la production interne de textiles raffinés augmenta de 48%. Le pays importait moins, mais il inventait davantage. Pour la société civile, la mutation fut encore plus visible. Les écoles enseignaient
Désormais, l'économie à travers l'exemple du coton. Les enfants peignaient des métiers à tisser sur les murs. Les radios locales diffusaient les discours de Traoré entre deux morceaux de musique traditionnelle. Dans les mosquées, comme dans les églises, les sermons évoquaient la valeur du travail rendu à soi-même. La fierté devint une liturgie, et la production un acte civique. Pour la région du Sahel, enfin, le précédent fit école. Le Mali, le Niger et le Tchad lancèrent des études conjointes sur des corridors textiles partagés. Des discussions émergèrent autour d'une chaîne de valeur ouest-africaine, financée par des fonds mixtes et soutenue par la Guinée. La solidarité économique de l'AES se transforma en projet d'intégration réelle. Les analystes de l'Union africaine évoquaient pour la première fois la souveraineté des chaînes de valeur. Et dans tout cela, Ibrahim Traoré resta étonnamment silencieux. Son visage apparaissait rarement à l'écran, il laissait parler les chiffres. Pour lui, le véritable pouvoir se mesurait à la continuité, pas au bruit, et le pays, malgré la pression, continuait de tourner. Le coton burkinabé, jadis simple matière première, était devenu un miroir. Il reflétait la capacité d'une nation à résister et à créer dans le même mouvement. Les mois à venir détermineront si la rébellion du coton devient une révolution durable. 3 trajectoires se dessinent déjà dans les couloirs du ministère dirigé par Ibrahim Traoré. Voici d'abord le scénario de base, celui d'une stabilisation prudente. Les raffineries atteignent leur pleine capacité, la production se normalise et les flux régionaux compensent la perte des marchés européens. Le PIB industriel progresse d'environ 3%, tandis que la pression inflationniste se détend. Le pays gagne en autonomie, mais reste dépendant de l'énergie importée. Ce scénario exige discipline budgétaire et coopération technique continue avec le Mali et le Niger. Vient ensuite le scénario optimiste où tout s'étend et s'intègre harmonieusement. Les corridors AES deviennent pleinement opérationnels, permettant la circulation libre des biens et des compétences. Le Burkina Faso attire des investissements asiatiques, notamment turcs et chinois, qui installent des unités de finition sur place. Les exportations textiles quadruplent en 2 ans. Le modèle burkinabé inspire une alliance ouest-africaine de transformation des matières premières, réduisant de moitié la dépendance du continent aux importations. La souveraineté devient contagieuse. Enfin, le scénario pessimiste évoque une strangulation commerciale redoutée. Les sanctions occidentales s'intensifient, les devises s'assèchent, les tensions sociales montent, les usines ralentissent, certaines ferment temporairement. Les opposants accusent Traoré d'avoir sacrifié la stabilité pour un symbole. Dans ce contexte, le pays risquerait de devoir choisir entre dignité et survie économique. Entre ces chemins, un fil conducteur demeure. La conviction qu'aucun retour en arrière n'est possible. Traoré lui-même l'a dit, la dépendance est une dette sans fin. La production, notre seule monnaie. La clé des 12 prochains mois sera donc la même qu'au premier jour. Transformer chaque fibre en levier, chaque difficulté en apprentissage. Car ce que le Burkina Faso a commencé n'est pas une guerre commerciale, mais une épreuve de cohérence. Dans les rues de Ouagadougou, les conversations ont changé de ton. Les jeunes parlent moins d'exil et plus d'ateliers. Sous Ibrahim Traoré, la souveraineté économique est devenue un sujet de cuisine, de radio et d'école. Un père explique à sa fille pourquoi sa robe d'uniforme vient désormais d'une usine locale. Ce tissu, c'est notre indépendance cousue à la main. Les mots simples traduisent une fierté nouvelle. Produire, consommer, appartenir. Pour les étudiants, l'expérience burkinabé ouvre un horizon inattendu. Ils voient qu'une décision politique peut changer la valeur d'un diplôme technique. Les jeunes ingénieurs se forment au tissage numérique, les stylistes réinventent les motifs traditionnels, les commerçants apprennent à vendre sans intermédiaire. La rébellion économique devient un laboratoire social où chaque geste compte. Les femmes, souvent invisibles dans les récits de développement, tiennent cette renaissance à bout de bras. Dans leurs ateliers, les machines tournent comme des cœurs battants. Les profits sont modestes, mais le contrôle leur appartient. À l'étranger, les diasporas africaines suivent l'expérience de près. Elles y voient la preuve qu'un pays peut refuser d'être défini par le manque. Des campagnes de soutien naissent à Paris, Montréal, Abidjan. Les réseaux sociaux diffusent le message « Nous portons ce que nous cultivons » et cette phrase devient symbole d'un réveil continental. Le message touche bien au-delà du coton. Il rappelle que la dignité se tisse comme un vêtement, fil après fil. Et si cette idée naît au cœur du Sahel, redonner à chacun la volonté de fabriquer,
plutôt que de subir. Pour transformer l'élan en structure durable, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a défini une feuille de route en 5 étapes. D'abord, consolider la production intérieure. Les 4 raffineries existantes doivent atteindre 100% de capacité d'ici la fin de l'année. Des audits indépendants suivent chaque indicateur. Volume traité, taux d'emploi, efficacité énergétique. Puis, moderniser la formation. Le ministère de l'Éducation a lancé le programme Métiers du coton, reliant lycée technique et usines pilotes. Les jeunes y apprennent la chaîne complète. Culture, filature, teinture, design et gestion logistique. Ensuite, renforcer l'intégration régionale. Le Burkina Faso coordonne avec le Mali et le Niger la mise en place de couloirs industriels AES, incluant un réseau électrique commun et un tarif douanier unifié. Objectif, transformer la sous-région en zone textile intégrée, capable de rivaliser avec l'Asie sur le long terme. De plus, attirer les partenariats sud-sud. Des missions économiques ont déjà été envoyées en Turquie, en Chine et aux Émirats arabes unis pour négocier transfert de technologies et financement d'infrastructures. Mais les contrats doivent préserver la majorité burkinabé au capital, principe que Traoré appelle le contrôle par la racine. Enfin, diversifier la production. À partir du coton, développer les fibres dérivées, les vêtements techniques et les textiles médicaux. Cette étape vise à ancrer la valeur ajoutée dans l'innovation, pas seulement dans la transformation. Ce plan, simple mais rigoureux, traduit une idée centrale. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une méthode. Dans la lumière chaude de Bobo Dioulasso, Bouraïma termine son quart de nuit. Autour de lui, les métiers à tisser ronronnent comme des tambours anciens. Il pense à l'époque où ces balles de coton partaient vers des ports étrangers. Désormais, chaque fibre reste ici, dans le sol, dans l'histoire, dans la mémoire. Il disait que le coton était l'or blanc, murmure-t-il, mais l'or appartient à celui qui creuse. Ce tissu appartient à celui qui le fait. Ces mots, captés par une radio locale, résonnent dans les maisons avant l'aube. C'est le même refrain que celui entendu un an plus tôt. Notre tissu, notre avenir. Ibrahim Traoré, en visitant la raffinerie, s'arrête devant la machine de Bouraïma. Il ne parle pas, il écoute. Le bruit régulier des navettes lui suffit pour comprendre ce qu'aucune statistique ne dira jamais. La véritable victoire n'est pas la croissance, mais la continuité. La dignité, ici, ne se proclame pas, elle s'entend. Et dans ce vacarme doux, le Burkina Faso tisse sa propre prière, faite de patience, de travail et de foi. Chaque fil qui sort de cette usine porte le même message. La liberté ne s'importe pas, elle se fabrique. Ce récit n'est plus seulement celui d'un pays, mais d'une idée qui voyage. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a prouvé qu'un petit État enclavé pouvait forcer le monde à reconsidérer la valeur du travail. L'expérience burkinabé rappelle qu'entre dépendance et dignité, il n'y a qu'une frontière de volonté. Et cette volonté se tisse chaque jour, dans le bruit régulier des métiers à tisser, dans les mains de femmes qui refusent d'abandonner leur fil. À vous qui lisez, une question demeure. Que vaut la souveraineté si elle ne s'incarne pas dans le geste ? Chaque nation, chaque ville, chaque individu peut y répondre en décidant de produire au lieu de mendier, de réparer au lieu d'attendre. Le coton du Sahel n'est qu'un symbole. La véritable révolution, c'est celle de l'effort partagé. Si cette histoire vous parle, partagez-la, discutez-la, contredisez-la, mais ne restez pas indifférent. Car le monde ne se changera pas par les promesses, il se changera par le fil que chacun choisira de tendre.